toutes simples. La première, est-ce que vous connaissez la position d'Amérange par rapport au principe de la primauté du politique sur le militaire, consacré donc, pendant le congrès de la Somme, en l'occurrence par Arpananda? La deuxième question, quelle a été sa position par rapport justement à l'assassinat d'Arpananda en 1957? Merci. On va prendre une série de questions là-haut. Bonsoir tout le monde. Si vous permettez, j'ai 5 questions directement. Donc, Salma Boukir, en fait. Je viens de la région d'Agbou et plus précisément de la région que M. Saadi, dans son livre, dit que c'est le havre de paix d'Améoche, puisque je viens à Douar-Gralam, pas très loin de Castelin, justement. Et j'ai eu la chance d'avoir entendu mon père et ma mère me parler de ce grand monsieur. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, je vais avoir bientôt 40 ans, donc ça fait à peu près 30 ans, j'ai toujours vu le cadre de ce monsieur trôner dans la maison de la tante. Même si, à cette époque-là aussi, j'entendais parler de ce sanguinaire, entre guillemets. Mes 5 questions sont très précises. À la lecture de votre livre, M. Saadi, la première question que je me pose, c'est quelle est la différence que vous faites concrètement, enfin la différenciation que vous faites concrètement entre, quand vous parlez de grande, de petite, de haute, de basse Kabylie, et parfois de la vallée de la Soumam, ça revient systématiquement dans votre livre. Ma deuxième question, c'est ce que j'ai lu en page 208, quand vous parlez de la nomination du colonel, enfin de la nomination du commandant à Méroche, donc il devient colonel de la Wilaya 3, que vous décrivez comme une promotion pour lui, et quelque part, enfin c'est peut-être ma compréhension, quelque part comme une sanction de Sisalah suite à son implication de l'affaire. C'est Nassar, excusez-moi. Là, je m'embrouille avec les noms. C'est Nassar qui a mis à un moment donné en danger la vie de ses supérieurs, qui étaient clés de race notamment. Et au fil du livre, on se rend compte, enfin au fil du livre, dans la même page en fait, on se rend compte que ce monsieur est quand même promu comme chef d'état-major par le CCE où il a été renvoyé, où il a été appelé. Et ce que j'ai noté c'est ce que j'ai noté, moi j'ai appelé ça la promotion par l'incompétence, puisqu'a priori il devait être sanctionné pour avoir quelque part, ça a été prouvé qu'il était à l'origine de l'affaire, quelque part de l'affaire de Mirza, et qu'il y a des documents a priori qui l'attestent. Ensuite, ma troisième question, comment vous expliquez la propagation de cette réputation de sanguinaire, notamment après la guerre, alors que tout au long de votre livre, qui d'ailleurs est vraiment très très émouvant et c'est un plaisir de le lire, on a les témoignages d'hommes, que vous dites vous-même qui sont encore vivants, qui sont en admiration devant cet homme, et qu'après 50 ans, on puisse encore entendre parler d'un sanguinaire alors qu'il en a éduqué pas mal. Je reprends vraiment le terme que vous avez employé, qui revient notamment chez les personnes qui l'ont côtoyé de très près. Ma quatrième question, vous avez pratiquement répondu pendant votre intervention, c'est comment expliquer les raisons qui ont fait que les archives que constituent tous les rapports qui sont rédigés par Amérange, parce qu'on voit très bien qu'il est très très organisé, qu'il aimait beaucoup tout écrire, d'ailleurs la Wilaya est une des plus organisées. Comment expliquer alors qu'on n'ait pas exploité correctement et convenablement toutes ces archives? Et on retrouve, d'ailleurs, moi c'est un peu... je ne suis pas historienne, mais je suis à la recherche quand même j'ai vraiment envie de comprendre. Et dans votre livre, il n'y a pas de renvoi systématique à ces archives sur lesquelles vous avez travaillé. C'est resté un peu le soir pour moi. Et je voulais savoir si les archives sur lesquelles vous avez travaillé sont plutôt disponibles en France ou en Algérie, même si dans certains que vous avez mis en annexe, on retrouve quand même que ce sont plutôt des archives qui sont en France. Et ma dernière question, c'est vraiment après tout cela, puisque les ossements ont été séquestrés, au jour d'aujourd'hui, où sont-ils ces ossements? Je vous remercie. Alors, je veux faire une supplique, s'il vous plaît, arrêtez le téléphone. Parce que, vraiment, je vous le demande du fond du cœur.
Alors, une dernière question, et puis on reprendra une série après. Hein. Bonjour, je suis Omar Tiboutin, militant. Monsieur Saadi, vous avez parlé dans votre dernière phrase de destin, de construction et ensemble, un destin qu'on doit construire ensemble. Quand on reprend tout ce qui a été écrit et dit à ce jour, je me pose une question plus généraliste. Il y a toute une intelligentsia organique qui est complètement, qui a participé au crime mémoriel, et au jour d'aujourd'hui et au regard de ce qu'on a vécu depuis 1957, que ce soit nos douleurs ou nos joies, ne sont pas tout le temps partagées par tous. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, un projet ou un projet communautaire. Il n'y a pas donc ce désir de construire un destin ensemble. Est-ce que le problème de la définition et de la construction d'une nation ne se pose pas avec acuité, même si ce discours me renvoie aux années 40? Merci bien. On va se retenir là pour cette première série. On vous redonnera la parole tout à l'heure. À vous. Bon, la première question faisait état des positions d'Armée Rouge sur, en gros, les résolutions de la SOUMAM, notamment un des principes cardinaux qui consacrait la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. On peut retrouver vraiment une foultitude de documents qui attestent qu'à l'intérieur du pays, celui qui aura le plus et le mieux traduit les résolutions et concret de la SOUMAM, c'est, et de très loin, Armée Rouge. Alors je sais aussi qu'on a, entre autres choses, que les services spéciaux algériens ont semé pendant la guerre, celui qui a fait Melouza, celui qui a le plus des intellectuels, celui qui a tué son cousin Amar Mouda, qui était donc un des animateurs de la crise berbériste de 1949, etc. etc. Et il aurait été un adversaire acharné d'Abadamba. Je l'ai entendu 10 fois, moi. Genre, évidemment, vous pensez bien que j'ai essayé de gratter un peu ce qu'il en était là-dedans. Il faut savoir qu'en ce qui concerne Armée Rouge, il y avait une donnée dont je regrette qu'il ait disparu dans les traditions politiques françaises, c'était qu'on n'avait pas à se faire des mamours ou à faire de la rétention d'informations lorsqu'il y avait un débat dans les structures destinées à accueillir ce type d'échange et que ce débat concerne l'avenir collectif. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve des procès-verbaux où il a interpellé assez fermement et même des fois assez crûment des gens qui étaient présents dans les enceintes où se déroulaient les échanges. Pour autant, et c'est là, je pense, la distinction entre les gens qui ont un sens de la responsabilité politique comme une mission de représentation de la collectivité et ceux qui investissent la responsabilité comme un instrument devant mettre en valeur les égaux. Je retrouve plein de procès-verbaux dont Armée Rouge a interpellé directement des gens qui étaient avec lui, y compris c'était ses supérieurs. Et lorsqu'il y a eu le congrès de la SOUMAM, il y a eu ce qu'on appelle la nuit rouge de la SOUMAM. Hein. Le village qui a été rasé parce qu'il y avait un certain nombre de comportements